Et si la paix en Ukraine dépendait de bien plus que des armes ou des discours officiels? Derrière les caméras et les grandes déclarations, une réalité bien plus complexe se joue sur le continent européen. D'un côté, Vladimir Poutine appelle Volodymyr Zelensky à tout arrêter, alors que Zelensky évoque des décisions difficiles à venir. Mais de quelles décisions parle-t-on vraiment? En coulisses, certains responsables européens suggèrent même la tenue d'un référendum national en Ukraine pour que le peuple tranche lui-même la question de la guerre. Pendant ce temps, un sondage en Biélorussie révèle que la majorité des personnes interrogées croient à une victoire de la Russie. Cette perception, loin d'être anodine, influence la psychologie collective dans toute la région et renforce la polarisation. Au cœur de ces tractations, d'immenses enjeux financiers s'accumulent. Les flux de liquidités venus tout droit de Washington vers l'Ukraine alimentent les polémiques. Donald Trump accuse Joe Biden d'avoir dilapidé des milliards du budget américain, laissant planer le doute sur la transparence et l'avenir de l'aide occidentale. Mais la crise ne s'arrête pas là. Dans certaines villes d'Europe, la population se retrouve à acheter des biens de luxe, pendant que d'autres peinent à acheter de la nourriture. Les inégalités se creusent et la crise alimentaire s'aggrave, révélant une fracture sociale qui menace la cohésion même des sociétés. Si nous ne prenons pas le temps de comprendre la véritable complexité de cette situation, nous risquons d'accepter des solutions superficielles. Des solutions qui pourraient non seulement prolonger la guerre, mais aussi aggraver les divisions internes et la souffrance d'une génération entière. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pour le comprendre, il faut remonter le fil de la crise et explorer ce qui façonne aujourd'hui la société ukrainienne et ses voisins. Derrière chaque déclaration, ce sont des sociétés entières qui vacillent. Chaque mot des dirigeants, chaque geste diplomatique pèse lourd dans la balance, avec des conséquences bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Ces derniers jours, le discours international est un dédale de contradictions. Vladimir Poutine exige un arrêt immédiat de la résistance, tandis que Volodymyr Zelensky parle de décisions difficiles à venir, sans les dévoiler. À Berlin, certains laissent entendre que Kyiv pourrait devoir accepter des compromis douloureux, jusqu'à évoquer un référendum national pour trancher sur la paix. Au même moment, l'OTAN et l'Union européenne accentuent leur pression. Le rôle des États-Unis change, Washington réduit son aide directe, préférant la vente d'armes, alors que Berlin oscille entre soutien militaire ferme et appel à la négociation. L'Allemagne, jadis hésitante, se montre désormais prête à ouvrir le feu si nécessaire, alimentant la crainte d'une escalade. Mais derrière ces annonces se cachent des blocages profonds. Les négociations piétinent car les demandes restent irréconciliables. Moscou réclame la reconnaissance de ses conquêtes territoriales et la démilitarisation de l'Ukraine, objectif inacceptable pour Kyiv. Les diplomates sont contraints à un fragile jeu d'équilibristes, où chaque compromis est douloureux et chaque recul un risque politique. Face à l'impasse, l'OTAN élabore un plan B. Plus d'armes, plus de sanctions, plus d'isolement pour la Russie. L'Europe, elle, doit jongler entre la solidarité exigée et la fatigue croissante des sociétés civiles. La diplomatie paraît plus fragile que jamais, menacée par la méfiance, la lassitude et la peur de nouveaux sacrifices. Dans ce climat tendu, certains évoquent la possibilité d'un référendum, laissant aux citoyens ukrainiens le soin de décider de l'avenir de leur nation. Mais même cette piste porte en elle des risques de division profonde, de manipulation et de désillusion. Chaque jour perdu dans ces tractations signifie davantage de souffrance pour les civils, une perte de confiance dans les institutions internationales et surtout un risque croissant que le conflit ne déborde, emportant avec lui la stabilité d'une génération entière. Mais la guerre ne se limite pas à la géopolitique. Comment, concrètement, ces tensions traversent-elles la vie quotidienne et l'identité des Ukrainiens? Quand la guerre fracture même les salles de classe, en Ukraine, la guerre ne se joue pas seulement sur le front. Elle s'infiltre jusque dans la vie quotidienne, divisant familles, voisins et même enfants dans les écoles. Récemment, 2 scandales linguistiques ont secoué le pays. Dans la région de Kiev, une mère s'est insurgée sur les réseaux sociaux. Dans la classe de son fils, une petite fille déplacée, âgée de 3 ans, s'exprime en russe. Selon elle, cela contamine le langage des autres enfants qui commencent à employer des mots russes chez eux. Elle a alors, devant les éducateurs, voulu faire comprendre à la fillette que le russe n'était pas accepté ici. Sa publication, partagée des milliers de fois, a déclenché une tempête médiatique. Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés. Certains soutiennent la mère au nom de la défense de la langue nationale. D'autres dénoncent des méthodes brutales et une forme de stigmatisation envers une enfant déjà vulnérable. Le débat est vite devenu un terrain de lynchage en ligne, attisé par des influenceurs pro-ukrainiens et pro-russes. Chacun y va de ses accusations,
creusant davantage le fossé entre communautés. L'État, lui, a choisi son camp. La commissaire à la protection de la langue ukrainienne a pris la défense de la mère, qualifiant de harcèlement les critiques à son encontre. Elle rappelle que la loi impose l'apprentissage du ukrainien dans les écoles et que l'adaptation linguistique est une responsabilité des parents et des éducateurs. Pour beaucoup, c'est une question d'identité nationale, vitale en temps de guerre. Pour d'autres, c'est un signe de fermeture et d'exclusion. Un second incident a éclaté à Tchernivtsi. Une enseignante de géographie donne son cours en russe. Les élèves protestent, la professeure réagit vivement, l'affaire est filmée. La vidéo fait le tour du pays. Résultat, licenciement immédiat, la direction de l'école affirmant qu'aucune tolérance ne sera accordée au comportement anti-ukrainien. Ces exemples illustrent à quel point la question linguistique devient explosive. Derrière chaque mot, chaque accent, se jouent des batailles d'identité. Pour les enfants issus de régions russophones ou de familles déplacées par la guerre, le sentiment d'être différent, voire rejeté, s'intensifie. Les parents se retrouvent face à un dilemme, préserver leur histoire familiale ou accélérer l'intégration, quitte à renoncer à leur langue maternelle. Les conséquences psychologiques en sont profondes. Les enfants vivent la peur de parler la mauvaise langue, de ne pas être acceptés. Les familles les craignent d'être stigmatisées, isolées dans leur propre ville. Pour certains, l'école devient un lieu d'anxiété plutôt qu'un espace de sécurité et d'apprentissage. Au-delà de l'intime, ces tensions fragilisent la cohésion nationale. En cherchant à imposer une identité unifiée, l'État risque de marginaliser une partie de sa population, d'alimenter les discours de division et de donner des arguments à la propagande ennemie. La société se polarise, les fractures identitaires s'approfondissent, et la légitimité du pays sur la scène internationale peut être sérieusement écornée. La réputation des Ukrainiens à l'étranger est aussi en jeu. Certains voient dans ces dérives le signe d'un pays replié sur lui-même, incapable de gérer sa diversité. Pour la génération qui grandit aujourd'hui, le risque est de porter durablement les cicatrices de ces conflits internes et d'en faire le lit de futures divisions. Mais alors, si la société ukrainienne se fragilise de l'intérieur, quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'avenir du pays et sur l'équilibre de toute la région ? L'avenir se construit sur des compromis ou des ruptures. C'est aujourd'hui, dans le tumulte de la guerre, que l'Ukraine et ses voisins tracent les contours de leur futur collectif. Un des scénarios les plus discutés. La paix pourrait dépendre d'un référendum national. Cela signifierait que des millions d'Ukrainiens seraient appelés à se prononcer et peut-être à accepter des concessions extrêmement douloureuses. Le poids de cette décision pèserait non seulement sur les dirigeants, mais aussi sur chaque foyer, chaque famille. Mais sur quel socle s'appuiera ce choix quand l'information elle-même devient une arme ? À chaque avancée militaire, les images circulent, comme ce drapeau russe hissé à Pokrovsk, souvent orchestré pour façonner le récit, influencer l'opinion, peser sur les négociations. La frontière entre vérité et propagande s'efface, rendant l'exercice démocratique plus fragile que jamais. Pendant ce temps, le front occidental montre des fissures. Les tensions grandissent entre les États-Unis et l'Union européenne. D'un côté, certains parlent de retirer, voire de conditionner leur soutien. De l'autre, l'Europe se demande si elle peut continuer à assumer seule la charge financière et morale de la guerre. Ce désaccord s'aggrave alors que des chasseurs de drones allemands patrouillant le ciel et que des hauts responsables russes déclarent ouvertement une guerre contre l'Europe. Dans ce climat d'incertitude, le rôle de l'opinion publique devient crucial. En Biélorussie, des sondages démontrent qu'une majorité croit à la victoire de la Russie, tandis qu'en Ukraine comme ailleurs, la lassitude s'installe. Beaucoup aspirent à la paix, parfois au prix d'un compromis amer, d'autres redoutent que toute concession n'ouvre la porte à de nouveaux conflits. Le risque est colossal, un mauvais choix, une décision collective prise sous la pression ou la manipulation, et c'est toute une région qui risque de s'enfermer dans un cycle de conflits, de désinformation et d'instabilité pour des années, voire des décennies. Il ne s'agit plus seulement de gagner du terrain ou de préserver une image, mais d'éviter que l'avenir ne devienne l'otage de rivalités sans fin. Mais face à ces dilemmes historiques, comment chacun de nous, citoyens ou décideurs, peut-il peser sur le destin collectif ? Découvrons ce que cette crise révèle sur notre responsabilité personnelle et collective. Au-delà du tumulte, comment garder confiance et agir dans une crise qui bouleverse chaque repère ? Face à la multiplication des discours officiels, des vidéos virales et de la propagande, il devient crucial de conserver un esprit critique aiguisé. Nous ne pouvons plus nous contenter d'accepter passivement ce qui nous est présenté, vérifier les sources, confronter les points de vue, se poser les bonnes questions.
Voilà le véritable rempart contre la désinformation et la manipulation émotionnelle. Dans une société traversée par des tensions linguistiques, culturelles et identitaires, le dialogue et le respect de la diversité sont essentiels. Refuser le repli sur soi ou le rejet de l'autre, c'est préserver la cohésion nationale et empêcher la fracture entre citoyens. Même en période de crise, chaque débat, chaque échange doit éviter la stigmatisation et privilégier l'empathie, car l'uniformité imposée affaiblit la société là où la pluralité la renforce. Les médias indépendants et la société civile jouent ici un rôle fondamental. Sans ces voix qui osent en documenter, enquêter et relayer les faits, loin des pressions politiques, la vérité ne peut émerger. Soutenir ces médias, s'intéresser à leur travail, c'est participer activement à la défense de l'information libre, pilier d'une société démocratique et résiliente. La solidarité ne s'arrête pas aux frontières. L'engagement citoyen, qu'il s'agisse de soutenir des initiatives locales, d'aider les plus vulnérables ou de faire entendre sa voix à travers des pétitions et des rassemblements, ancre l'espoir d'un changement durable. Sur le plan international, la coopération, le partage d'expériences et l'aide humanitaire contribuent à la construction d'un avenir plus stable pour tous. Mais attention à la tentation de solutions faciles ou aux promesses populistes. Dans un contexte où les enjeux économiques santé sont lourds, inflation, précarité de l'aide extérieure, pression sur les ressources, succomber à la peur ou au discours simpliste peut entraîner l'isolement, la perte de repères et aggraver la crise. Ignorer ces leçons, c'est risquer de voir la désinformation se propager, la société se fragmenter et la confiance s'éroder dans un monde déjà instable. Ce serait laisser l'histoire s'écrire sans nous, ou pire, contre nous. Alors, que faire concrètement pour ne pas subir l'histoire, mais y contribuer? Dans la prochaine partie, voyons ensemble des actions concrètes et des exemples inspirants pour redevenir acteurs de notre époque, même face à l'incertitude. Les décisions prises aujourd'hui dessineront le visage de l'Europe de demain. Face à la guerre en Ukraine, chaque geste compte. Penser que tout se joue loin de nous ou que nous n'avons pas de prise sur les événements, c'est oublier que la paix se construit aussi dans nos choix quotidiens, nos débats, notre exigence d'informations vérifiées. La résistance ukrainienne ne repose pas seulement sur le front ou dans les négociations internationales, mais dans la vigilance de chacun, la solidarité concrète et la défense des droits fondamentaux. Refuser la haine, combattre la désinformation, défendre la justice et l'inclusion. Voilà des actes de résistance qui, mis bout à bout, pèsent sur l'avenir collectif. Rester passif, c'est laisser à d'autres le soin d'écrire le récit et de décider du futur pour nous tous. La désinformation, les clivages internes et la lassitude ne sont pas des fatalités. S'informer, soutenir ceux qui subissent la guerre et refuser la banalisation de l'injustice sont des actes essentiels. Chacun, à son échelle, peut contribuer à renforcer la solidarité, briser l'indifférence et soutenir les aspirations légitimes à la paix. Les enjeux dépassent de loin la question militaire. Il s'agit d'identité, de droits, de générations entières qui attendent que justice et sécurité soient restaurées. Refuser le fatalisme, c'est choisir de croire en une Europe où la voix de chaque citoyen compte et où la paix reste un objectif partagé. Pour agir, il n'est pas nécessaire d'être diplomate ou soldat. Partager une information fiable, tendre la main à un voisin, refuser les discours extrêmes, s'engager dans des initiatives citoyennes, tout cela participe à l'effort collectif. Seuls nous pouvons nous sentir impuissants. Mais ensemble, dans la vigilance et la solidarité, nous pouvons faire bouger les lignes, défendre la justice et construire la paix. Chaque action, chaque parole